Le tableau que vous voyez présente des données issues d'une étude où les participants ont été suivis dans le temps pour observer l'apparition de la myocardite. Ces participants ont subi le geste de la vaccination et dans le contexte des effets secondaires du vaccin de Pfizer, on a voulu évaluer le temps d'attente jusqu'à l'apparition de la myocardite. Alors, c'est une étude de cohorte où l'on a suivi combien de patients? 980, enfin environ 1000 patients, tous Pfizer vaccinés et pendant une période de 80 jours. L'objectif principal de la recherche est d'étudier la durée jusqu'à la progression de la maladie, si je ne me trompe pas, jusqu'à d'autres événements cliniques significatifs tels que la réponse à un traitement, je crois le Remdesivir, ou la rechute. Alors, les patients ont été étroitement surveillés pour tout changement dans leur état de santé, la réponse au traitement administré et la survenue de nouveaux symptômes ou complications. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la myocardite est une inflammation du muscle cardiaque qu'on appelle le myocarde. C'est une condition qui est causée par plusieurs facteurs, notamment des infections virales, bactériennes ou fongiques comme on dit, des maladies auto-immunes, des réactions à certains médicaments. La première colonne de ce tableau indique le temps suivi pour chaque participant, mesuré en jours, jusqu'à l'événement observé, ici l'apparition de la myocardite. Et donc, par exemple, pour le deuxième participant, la durée de séjour dans le groupe cohorte est de 11 jours, pour le cinquième participant 23 jours, pour le 14e participant 57 jours. La deuxième colonne indique si le participant a signalé ou non l'apparition de la maladie pendant la période de suivi. Yes signifie que la myocardite a été rapportée et no signifie qu'elle n'a pas été rapportée. Et donc le premier participant a rapporté l'occurrence d'une myocardite au 13e jour de son suivi, tandis que le quatrième participant a rapporté une myocardite au 33e jour, donc environ un mois après le geste de la vaccination. Regardez le cinquième et le sixième participant. La durée de séjour du cinquième participant est de 23 jours. On apprend que ce participant n'a pas rapporté de myocardite. Et le sixième participant n'a pas non plus rapporté de myocardite, mais n'a passé que 41 jours dans le groupe cohorte, alors que la période d'étude, la période d'observation, était de 80 jours. Et donc, que signifient ces résultats où les participants n'ont pas rapporté de myocardite avant la fin de la période d'étude? Eh bien, ce sont des participants ou des patients, pour ainsi dire, perdus. C'est ce qu'on appelle des données censurées. Dans le contexte d'une analyse de survie, les sujets qui n'ont pas rapporté de myocardite avant la fin de la période de suivi sont considérés comme des données censurées. Et on parle de censurage lorsque l'information sur l'événement d'intérêt, ici la myocardite, n'est pas complète pour certains sujets au moment où l'analyse est effectuée. Il y a plusieurs types de censurage, censurage à gauche, à droite, par intervalle. Je ne vais pas m'y attarder. Dans notre tableau, nous avons des exemples de censurage à droite, n'est-ce pas? Les participants n'ont pas développé de myocardite pendant la période de suivi, ou du moins il n'y a pas eu de rapport indiquant son apparition avant la fin du suivi ou leur sortie de l'étude. Si j'insiste sur la censure, c'est parce qu'elle est cruciale en analyse de survie. On peut montrer qu'elle affecte l'estimation des fonctions de survie et des modèles de risque. Il faut donc les prendre en compte. Les ignorer peut biaiser les résultats de l'étude. Il y a des méthodes statistiques appropriées comme le modèle de Cox, la méthode de Kaplan-Meier, qui prennent en compte ces données censurées pour fournir des estimations plus précises et fiables de la survie ou du risque au fil du temps. Alors certains pourraient demander les raisons qui expliquent cette censure. Pourquoi certains participants se sont retirés de l'étude avant la fin de la période d'observation? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier ces censures. Par exemple, le participant numéro 6 a dû quitter l'étude sans en informer les chercheurs, peut-être en raison d'un déménagement, d'un changement de coordonnées ou d'adresse, ou pour d'autres raisons personnelles qui rendent impossible la poursuite de son suivi. C'est peut-être aussi un cas de décès. Si les chercheurs ne surveillent pas un événement non lié à la mortalité, comme l'apparition de la myocardite, la mort de ce participant pour une cause autre que celle qui est étudiée, ici la myocardite, peut entraîner la censure. N'est-ce pas? On peut aussi imaginer que ce participant a décidé un matin de refuser de continuer l'étude. Un sujet a le droit, c'est son droit, elle peut décider de ne plus participer à l'étude pour des raisons de santé, pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, ou si elle est en désaccord avec le protocole de l'étude. Et puis on peut invoquer le transfert ou les voyages. Si vous déménagez dans une région qui est non couverte par l'étude ou que vous partez en voyage pour une période prolongée qui interfère avec le suivi, eh bien cela peut également justifier une censure.
On a aussi mesuré la région. Vous voyez qu'il y a des participants qui vivent en Europe, il y en a qui vivent en Amérique, il y en a qui vivent en Afrique. C'est une étude à l'échelle mondiale. Et puis vous avez l'âge des participants, vous avez le statut marital, vous avez le genre sexuel, homme ou femme, et puis le statut vaccinal. Il y en a qui ont pris plus de 3 doses, et il y en a qui ont 1 ou 2 doses, et puis il y en a qui sont non vaccinés, etc. Nous allons analyser ces données à partir de tables cliniques, des tables dites de survie, en anglais Life Tables. Alors, les tables de survie, eh bien mes amis, sont très importantes. On les appelle aussi des tables de mortalité. Ce sont des outils principalement utilisés en démographie, en actuariat, en épidémiologie. Elles ont plusieurs fonctions. Je vais en donner 2. Pour les études de santé publique, les tables de survie permettent d'analyser l'impact de différentes maladies sur la mortalité et la longévité. Par exemple, avec une table de suivi, on peut montrer comment le taux de survie varie en fonction de l'introduction de nouveaux traitements, de nouveaux médicaments ou des changements dans les comportements de santé publique. C'est un exemple. En assurance et en finance, on sait par exemple que les actuaires déterminent les primes d'assurance vie, les rentes et d'autres produits financiers en consultant les tables de survie, n'est-ce pas? Les compagnies d'assurance les utilisent pour évaluer le risque, la probabilité de décès de leurs assurés afin de fixer les primes, les tarifs en conséquence. Les applications des tables de survie s'étendent même à des domaines inattendus. Et par exemple, dans une étude sur les abonnés à un programme, la cancellation de la souscription ou le désabonnement peut être vu comme un événement à risque principal, n'est-ce pas? Et on peut donc utiliser l'analyse de survie comme moyen de gestion de la relation client. Et dans cet exemple, l'objectif serait alors de mesurer la durée de l'abonnement depuis le moment où les gens s'abonnent jusqu'au moment où ils se désinscrivent. Et cette analyse peut permettre d'identifier les facteurs qui influencent ces durées. Des facteurs comme la satisfaction des utilisateurs avec le programme, le prix ou les modifications du prix, l'engagement des utilisateurs avec le contenu des services offerts, les caractéristiques démographiques des abonnés, les promotions. Alors, prenez une étude sur le mariage. Eh bien, on peut regarder le divorce comme un événement à risque si l'objectif de l'étude est d'examiner la durabilité des mariages ou les facteurs qui influencent les risques de divorce. Et ce genre d'analyse est souvent mené dans les études dites longitudinales où les couples nouvellement mariés sont suivis sur une période de temps pour observer quand et pourquoi certains mariages se terminent par un divorce. Comment mener une analyse de survie sous SPSS? Eh bien, nous allons dans Analyse, Survival et Life Tables, table de survie. Dans la case Time, c'est la variable durée de séjour dans la cohorte. Donc on y met le temps passé dans le groupe cohorte. On a dit que les participants ont été suivis pendant 90 jours. On va écrire ici 90. Et pour suivre l'évolution de la maladie, depuis le geste de la vaccination jusqu'à l'apparition de la myocardite, nous allons diviser l'axe du temps en intervalles. Et par exemple, regardons la progression chaque semaine. Donc chaque 7 jours. Donc je mets ici 7. Dans la case statut, on va y mettre la variable d'intérêt, l'apparition ou non de la myocardite. Il faut définir les événements. 1. Lorsqu'un participant a rapporté une myocardite. Je fais continue. Alors, on peut analyser la suivi des participants selon la région ou le statut marital ou le sexe. On peut regarder si la progression de la maladie est la même chez les hommes que chez les femmes. Il faudrait alors mettre dans la case facteur la variable sexe. Alors, faisons l'étude en ignorant d'abord le facteur sexuel et on pourra ensuite regarder dans chaque catégorie la survie. Donc, je vais ignorer la case facteur pour l'instant. Dans Options, nous allons demander une courbe très importante qu'on appelle la courbe de survie. Alors, je fais continue et OK. La première colonne du tableau nous donne les intervalles de temps. Vous vous souvenez qu'on a discrétisé l'axe du temps en semaines, donc chaque 7 jours. Le premier intervalle part de 0 à 7, le deuxième de 7 à 14, 14 à 21, 21 à 28, etc. La deuxième colonne nous donne le nombre de participants à risque, et c'est-à-dire susceptibles de développer une myocardite. Au début de chaque période, eh bien, il y avait 1000 personnes à risque. C'est la taille de l'échantillon. Au début de la deuxième semaine, vous avez 907 individus à risque.
voyez que certains ont développé une myocardite. Et au début de la 3e semaine, donc au 14e jour, 800 personnes à risque, on va dire 800 survivants, ce sont des survivants à cause qu'ils ont survécu à l'occurrence ou à l'apparition de l'événement à risque. Alors la 3e colonne est intéressante, elle quantifie le nombre de censures dans chaque semaine. N'est-ce pas? Vous vous souvenez qu'on a des participants qui n'ont pas rapporté de myocardite avant la fin de l'étude. On a perdu ces participants pour des raisons que j'ai expliquées, déménagement, voyage, refus de continuer l'étude, etc. Eh bien, on a observé, pendant la première semaine de l'étude, 34 censures. À la 2e semaine, 55 personnes se sont retirées. La 3e semaine, 71. La 4e semaine, 64, etc. Et puisqu'il faut tenir compte des données censurées dans l'analyse statistique de survie, dans la 4e colonne, eh bien, on corrige le nombre de personnes effectivement à risque au début de chaque semaine. Dans la 2e colonne, on a vu que 1000 personnes étaient à risque, mais 34 personnes ont désisté. 34 participants se sont retirés. Donc on va corriger le nombre de participants à risque dans cet intervalle de temps et qu'on va appeler le nombre de participants effectivement à risque. Ce nombre 983 a été calculé comme 1000 moins 0,5 fois le nombre de censures dans cet intervalle. Donc 1000 moins 0,5 fois 34, ça fait 983. Si vous faites 907 moins 0,5 fois 55, vous avez le nombre de participants effectivement à risque au début de la 2e semaine qui vaut 879,5. Et si vous faites 800 moins 0,5 fois 71, vous obtenez 764,5, etc., etc. Alors, dans la 5e colonne, on trouve le nombre de participants qui ont connu l'événement à risque, qui ont développé la myocardite. Par exemple, dans la première semaine, 59 participants ont eu une myocardite et 52 participants de la 2e semaine, 41 participants ont eu une myocardite dans la 3e semaine ou au début de la 3e semaine, 33 au début de la 4e semaine, etc. Les colonnes suivantes sont très intéressantes. Ce sont des proportions, des pourcentages qu'on peut assimiler à des probabilités. Dans la 6e colonne, on trouve la probabilité qu'un individu qui a subi le geste de la vaccination développe une myocardite pendant la semaine correspondante. Si vous subissez le geste de la vaccination pour Pfizer, vos chances de développer une myocardite au cours de la première semaine après la vaccination sont de 6%. Même chose pour la 2e semaine, vous avez seulement 6% de chance, 5% de chance au cours de la 3e semaine, 5% de chance la 4e semaine, 4%, 3%, 6%. Vous voyez que la probabilité de l'événement à risque varie en fonction de l'intervalle. Et dans la 7e colonne, vous avez la probabilité contraire. C'est 1 moins la probabilité de l'événement à risque. C'est le taux de survie. C'est la probabilité d'être à risque après avoir subi le geste de la vaccination dans l'intervalle de temps considéré. Et donc, il y a 95% de chances pour qu'un individu qui a subi le geste de la vaccination pour Pfizer n'ait pas une myocardite au cours de la 3e semaine. C'est un sujet à risque, bien sûr, mais il n'est pas malade. La colonne qui donne la proportion cumulative de survie est de loin la plus importante. Et d'ailleurs, la courbe que vous voyez, qu'on appelle courbe de survie, est la représentation graphique des résultats de cette colonne de la fonction cumulative de survie. Comment interpréter la fonction de survie? C'est la probabilité de survivre pendant au moins T jours dès le geste de la vaccination. Par exemple, 0,88 signifie que vous avez 88% de chances de survivre au moins 7 jours sous le traitement de Pfizer. C'est la survie au sens général, n'est-ce pas? C'est pas que vous allez mourir, c'est que vous avez survécu à la myocardite. On a estimé, compte tenu des données de cet échantillon, à 88% le taux de survie à 7 jours. Il y a 84% de chances de survivre à la myocardite pendant au moins 14 jours, dès que vous vous faites vacciner. Il y a 79% de chances de survivre pendant au moins 21 jours, 76% de chances de survivre pendant au moins 28 jours, 74% de chances de survivre pendant au moins 35 jours. Alors, si vous avez 84% de chances de survivre pendant au moins 14 jours, c'est-à-dire pendant au moins 2 semaines, c'est que vous avez 16% de chances, 1 moins 0,84, de développer une myocardite au cours des 2 semaines qui suivent le geste de la vaccination. Donc, il y a 2 façons d'interpréter ce résultat. On peut dire
que le taux de survie à 14 jours est de 84%, et c'est-à-dire qu'il y a 84% de chances de survivre au moins 14 jours à la myocardite, mais on peut encore dire qu'il y a 1 moins 0,84, et c'est-à-dire 0,16, et c'est-à-dire 16% de chances de ne pas survivre à la myocardite, et donc de développer une myocardite pendant cette période, donc au cours des 2 semaines qui suivent la vaccination. S'il y a 97% de chances de ne pas développer une myocardite pendant au moins 35 jours, il y a 3% de chances de développer une myocardite pendant les 35 jours qui suivent le geste de la vaccination. Alors vous avez d'autres informations, mais qui ne sont pas très importantes. L'erreur standard de la proportion cumulée de survie, c'est en fait l'écart type estimé, parce que les chiffres que vous voyez, ce sont des estimations, hein, et qui dit estimation statistique dit erreur standard ou écart type estimé de ces estimations. Et puis vous avez la fonction densité de probabilité de la variable aléatoire égale à la durée de survie des patients. La variable grand T qui mesure le temps d'attente depuis le geste de la vaccination jusqu'à l'apparition de l'événement à risque a une fonction densité de probabilité pour ceux qui sont sensibles aux mathématiques. Et vous avez dans cette colonne les valeurs de cette FDP, comme on dit, de cette fonction densité. Alors, il y a une relation entre la fonction densité et la fonction cumulative. Et cette relation vient de ce que la fonction densité est la dérivée de la FCP, comme on dit, de la fonction cumulative de probabilité. Et donc, l'interprétation de la fonction densité est... Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec tout ceci. Regardez la courbe de survie. Ce n'est que la représentation de la proportion cumulée de survie. C'est une fonction en escalier qui décrit la durée, le temps d'attente jusqu'à l'apparition de l'événement à risque. Pour montrer l'intérêt, je vais refaire l'analyse selon le sexe. Donc on va comparer les tables de survie des hommes vaccinés et des femmes vaccinées. On regarde le sexe comme un facteur, on va contrôler pour ce facteur et vous allez voir l'intérêt d'avoir une représentation graphique de la courbe de survie. Donc on va dans Analyse, Survival, Life Tables et on va mettre le sexe qui a 2 niveaux ou 2 catégories, hommes-femmes. Les hommes sont codés comme 0 et les femmes comme 1, je crois. Est-ce que je peux vérifier? Voilà. Si vous êtes un homme, c'est 0. Si vous êtes une femme, c'est 1. Ok. Survie, table. Donc, ici, on contrôle pour le sexe et on va définir les catégories de la variable sexe, donc de ce facteur qualitatif. Le minimum, c'est 0 et le maximum, c'est 1. Je fais continue et OK. Vous voyez que SPSS a mené l'analyse pour les 2 catégories, pour les hommes et pour les femmes. Et regardez les courbes de survie. Elles sont légèrement identiques, mais on voit qu'il y a une différence quand même. Une différence qui n'est peut-être pas statistiquement significative. La courbe de survie verte est celle des femmes, et puis la courbe en bleu est celle des hommes. Pour comparer ces 2 catégories, pour savoir qui des hommes ou des femmes a un bon pronostic par rapport à la progression de la myocardite, eh bien, il faut se demander quelle est la courbe qui est la plus au-dessus. Alors, il semble que la courbe en vert, donc la courbe des femmes, soit légèrement au-dessus, mais ce n'est pas tout à fait clair parce que à partir du 30e jour, peut-être, il y a un renversement de situation où les hommes semblent performer un peu mieux que les femmes, ou c'est pratiquement la même chose. Et puis tout d'un coup, à partir du 63e jour, les femmes... donc, globalement, on peut dire que les femmes semblent avoir un pronostic un peu meilleur que celui des hommes. Mais je crois que vous êtes d'accord avec moi que la différence que nous observons n'est pas statistiquement significative. Enfin, elle ne le sera pas si on fait un test d'hypothèse. Et par conséquent, on peut penser que le genre sexuel n'affecte pas la durée de survie des individus qui se font vacciner avec le produit de Pfizer. Le sexe n'est pas un facteur significatif. Regardons la région. Est-ce qu'il y a une différence entre la durée de survie des gens qui se font vacciner, qui vivent en Europe par rapport aux gens qui vivent en Amérique? Donc je fais l'analyse. Table de survie. Donc, je vais enlever le sexe. Il y a combien de catégories ici? Je crois qu'il y en a 4. Hein. Il y en a 3 peut-être. Il y en a 3.
Donc, analyse, table de survie. Donc, je vais mettre la région. Donc, on va contrôler pour la région. Et on va définir. Le minimum, c'est 1. Et le maximum, c'est 3. Donc, je fais continue. OK. Donc, nous avons les tables de survie pour les Africains, pour les Européens et pour les Américains. Et vous voyez que la différence entre les courbes de survie se prononce. On commence à détecter des différences significatives, mais pendant des périodes précises. Par exemple, pendant les 3 premières semaines, il semble que le pronostic pour les Américains soit moins bon que celui des Européens, qui lui-même est moins bon que celui des Africains. N'est-ce pas? La courbe en bleu, la courbe des Africains est au-dessus de celle des Européens, des Américains, jusqu'au 25e jour peut-être. Et puis après, la tendance est renversée. Les vaccinés américains font mieux que les Européens, qui font eux-mêmes mieux que les Africains, etc. Alors, il existe des tests d'hypothèse pour quantifier ces différences, parce que là, on fait une analyse qualitative, graphique, on observe les choses, mais il serait plus intéressant, plus scientifique, pour ainsi parler, de les comparer objectivement. Je vais présenter ces tests d'hypothèse.